vouloir émerger, là. Oui, c'est ça. Donc, les préoccupations qui semblent, les orientations qui semblent vouloir émerger, ou en tout cas celles qui ont été mises de l'avant par la commissaire à la santé et au bien-être, sont préoccupantes de notre point de vue. On est là déjà dans une période d'austérité budgétaire maintenant, officiellement, on le sait, là, avec l'annonce de coupures qui ont été, les annonces de coupures qui ont été faites là, dans les dernières semaines, et en particulier il y a déjà en ce moment des coupes dans le soutien à domicile qui sont faites au point où le ministre là, est intervenu auprès de la auprès de l'agence supposément indépendante Santé Québec. On s'attend à ce que, ben, en tout cas, les recommandations de la commissaire à la santé et au bien-être, ce n'est pas de remettre en question la privatisation des services de soutien à domicile. Au contraire, c'est plutôt des orientations qui pointent vers un élargissement de cette privatisation-là. Et aussi, et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, là, on a des recommandations de la commissaire qui vont vers une tarification des services pour les usagères et les usagers. Donc, il y a ça aussi là, qui est préoccupant et qu'on pourrait voir advenir là, dans cette future politique-là. Les principaux éléments de l'étude que je vais présenter aujourd'hui, ben, l'objectif principal de cette étude-là, c'était de proposer un modèle de soutien à domicile pour le Québec. Donc, c'est vraiment une étude qui se veut propositionnelle avant tout. Mais d'abord, ben, évidemment, d'aller vers la proposition, on a senti le besoin de faire un état des lieux actuel là, du soutien à domicile au Québec. Donc, il y a trois volets principaux à l'étude. Le premier, c'est cet état des lieux-là du soutien à domicile au Québec. Dans un deuxième temps, on a été voir les modèles internationaux les plus inspirants pour pouvoir justement s'inspirer de ces modèles-là pour par la suite proposer un modèle pour le Québec. Aller voir les forces et les faiblesses aussi de chacun de ces modèles-là qui existent à l'étranger. Et pour chacun de ces trois volets-là, l'analyse a été divisée en trois axes principaux. Donc, on s'est penché sur le financement, sur la prestation et sur la gestion. Donc, ma présentation aujourd'hui va suivre un peu l'ordre de l'étude. Donc, on va voir donc l'état des lieux du soutien à domicile au niveau du financement, de la prestation et de la gestion. On va voir les modèles inspirants qu'on a été analysés et on va voir aussi les bases du modèle que nous, on propose pour le soutien à domicile au Québec. On va s'attarder particulièrement à l'aspect financement de ce modèle-là qu'on propose parce qu'évidemment, c'est toujours le nerf de la guerre. Donc, on va aller voir c'est quoi la hauteur du financement qui nous semble nécessaire pour réussir enfin le virage vers le soutien à domicile. Puis on va se demander, est-ce qu'on a vraiment les moyens au Québec de faire de consentir un financement aussi important pour le soutien à domicile? Et en conclusion, ben, je vais vous présenter quelles seront les recommandations de l'IRIS lors de la consultation à laquelle on va participer nous aussi là, au début du mois de février. Donc voilà. Donc l'état des lieux. Ben, au niveau du sous-financement, le constat, là, je vous sortirai pas les chiffres du niveau de financement actuel au Québec, là. Je pense qu'il faut passer rapidement un peu sur cette question-là de l'état des lieux, mais disons juste le constat principal qui ressort de l'état des lieux au niveau du financement du soutien à domicile au Québec, c'est vraiment un sous-financement du soutien à domicile au Québec. Ici, on a deux graphiques. Le graphique du haut montre les dépenses en soins de longue durée par pays en proportion du PIB, par pays de l'OCDE en proportion du PIB. Et là, ce qu'on voit, c'est que le Canada se situe au-dessus de la moyenne de l'OCDE en ce qui concerne les dépenses en soins de longue durée en proportion du PIB. Mais le Québec, lui, pour sa part, se situe en dessous de la moyenne de l'OCDE
en ce qui concerne la proportion de ses dépenses en soins de longue durée par rapport à son PIB. Et là, juste peut-être, vous pouvez prendre la peine de regarder là, les pays qui sont en tête de liste. Là, c'est pas mal les pays qu'on a été voir comme étant inspirants, c'est-à-dire les pays nordiques et l'Allemagne, Japon aussi, là, qui ont un modèle particulier qu'on pensait intéressant d'analyser, mais on va y revenir tantôt. Donc, on voit qu'on a au Québec des dépenses en soins de longue durée en proportion qui sont inférieures à la moyenne de l'OCDE, mais on voit aussi que quand on regarde la proportion de personnes de 65 ans et plus dans la population au Québec, ben là, on est en tête des pays de l'OCDE au Québec. On voit qu'on est très haut en moyenne, très au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Et ça, donc, ça suggère qu'on a au Québec des besoins en termes de soutien à domicile qui sont plus importants qu'ailleurs, mais qu'on a d'autre part un financement qui est moins important qu'ailleurs. Donc, on voit qu'il y a vraiment un enjeu au niveau du financement des services de soutien à domicile, des soins de longue durée aussi au Québec. Ensuite, au niveau de la prestation des services, le constat, et ça, je pense que ça surprendra personne ici, c'est que on a une prestation des services de soutien à domicile qui est largement privatisée. Donc, c'est-à-dire là, quand on parle du financement public des services, le financement public des services sert en bonne partie à financer en fait des organisations privées la plupart du temps à but lucratif, qui vont être les organisations qui vont faire la prestation des services. Donc là, on voit dans le premier graphique ici à gauche, ça, ce qu'on voit, c'est le taux de recours à la main-d'œuvre indépendante en aide à domicile de courte et de longue durée. Donc, c'est seulement l'aide à domicile là, qui est donnée par donc des préposés, donc les AVQ et les AVD. On parle pas ici de l'aide, du soutien à domicile, des soins à domicile professionnels. Mais dans le cas des soins à domicile professionnels, les chiffres sont pas là, là, mais on parle quand même d'un taux de recours à la main-d'œuvre indépendante qui atteint 12% dans le cas des services infirmiers à domicile. Et là, je fais juste rappeler qu'on est actuellement dans une période où le gouvernement a adopté une loi pour mettre fin au recours à la main-d'œuvre indépendante et pour cesser l'utilisation des agences privées de placement de personnel. Dans l'ensemble du réseau, là, le taux de recours à la main-d'œuvre indépendante a diminué dans l'ensemble du réseau, dans l'ensemble des secteurs depuis quelques années, là, depuis cette orientation-là. On a maintenant un taux de recours à la main-d'œuvre indépendante qui est de 2% dans l'ensemble des départements, si on veut, là, ou des services du réseau. Mais quand on regarde l'aide à domicile, ce qu'on constate, c'est que le recours à la main-d'œuvre indépendante a fortement augmenté, même depuis l'adoption de la loi qui vise à réduire et à éliminer le recours à la main-d'œuvre indépendante. Et dans le cas de l'aide à domicile, on est rendu à 38% des heures de services qui devraient être données par du personnel du réseau public, là. 38% de ces heures-là sont données par de la main-d'œuvre indépendante. Donc, c'est vraiment un taux extrêmement élevé. On voit qu'il y a une très forte privatisation, en particulier de l'aide à domicile. Quand on regarde la répartition des heures d'aide à domicile de longue durée selon le fournisseur de services, on voit que désormais, là, ça c'est pour l'année 2023-2024, on a désormais à peine 12% et demi des heures d'aide à domicile de longue durée qui sont données par des employés du secteur public, donc par des employés des établissements publics, alors qu'il y a 36,5% des heures qui sont données par le biais du programme du chèque emploi-service et il y a plus de la moitié des heures qui sont données par des fournisseurs privés, comme les ESSAD, les agences et les résidences privées pour aînés. Et quand on va voir plus en détail là, le graphique qui est à droite complètement, c'est comme si on prenait là, le 51% qui est dans le graphique du milieu et qu'on le subdivisait pour aller voir comment se répartissent les heures qui sont sous-traitées à des fournisseurs privés entre les différents types de fournisseurs. Ce qu'on voit, c'est que la
et ça, c'est des données qui viennent de la commissaire à la santé au bien-être là, qu'on a recalculées. Quand on regarde, ce qu'on voit, c'est que la majorité des heures d'aide à domicile qui sont sous-traitées à des fournisseurs privés sont sous-traitées à des résidences privées pour aînés. Donc, c'est les employés des résidences privées pour aînés qui donnent une bonne partie de l'aide à domicile qui devrait, en théorie, être donnée par des employés du secteur public. Il y a 22% de ces heures-là qui sont données par des agences de placement. Et on voit que la place des ESSAD, elle est très minoritaire, en fait, dans cette répartition-là. Donc, la grande majorité des heures de soutien à domicile qui sont données par des heures de domicile qui sont données par des fournisseurs privés sont données par des entreprises privées à but lucratif. Voilà. Au niveau de la gestion, ce qui caractérise la gestion du soutien à domicile au Québec depuis de nombreuses années, c'est l'implantation assez agressive, je dirais, de la nouvelle gestion publique. La nouvelle gestion publique, c'est quelque chose qui est implanté dans le réseau déjà depuis longtemps. Mais le soutien à domicile, ça a été vraiment un des terrains principaux d'implantation et d'expérimentation des différentes techniques de la nouvelle gestion publique. Je pense en particulier à la méthode Lean, qui a été vraiment implantée d'abord dans le soutien à domicile avant d'être implantée ailleurs dans le réseau. Donc, la nouvelle gestion publique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est, en gros, là, si on veut résumer cette approche-là, c'est de dire, ben, ce qu'on peut pas privatiser, on va le gérer comme on gérerait une entreprise privée. Et donc, ça consiste essentiellement à importer dans le secteur public des méthodes de gestion qui sont typiques du secteur privé. Et c'est quoi ces méthodes de gestion-là? Ben, c'est, entre autres, une gestion qu'on va dire maigre. Donc, la gestion lean, c'est exactement ce que ça veut dire. Là. Lean, ça veut dire maigre. Une gestion maigre, ben, c'est qu'on va vouloir faire toujours plus avec moins. Donc, on va tenter d'augmenter la quantité, le volume de services offerts euh, en réduisant les ressources qui vont être investies dans la prestation de services. Ensuite, c'est une gestion aussi qui va être de type industriel. Donc, on va s'inspirer, en fait, carrément des méthodes de gestion appliquées dans les usines de voitures automobiles, d'automobiles, par exemple, pour les implanter dans le soutien à domicile. Et là, on parle d'une standardisation des méthodes, d'une standardisation des pratiques, des interventions et un minutage également des interventions. On parle aussi d'une gestion qui va être hiérarchique et autoritaire. Donc, c'est une gestion dans laquelle il y a vraiment des chaînes de commandement qui sont top-down. Et donc, il y a un contrôle très fort qui est fait à partir d'en haut sur la prestation de services, sur les prestataires de services, qui sont les personnes qui donnent les services, les travailleuses et les travailleurs qui donnent les services. Il va y avoir donc une réduction de l'autonomie professionnelle. On va contrôler de manière de plus en plus étroite la prestation de services qui est donnée par les professionnels. Et ça prend la forme notamment d'une gestion très bureaucratique parce qu'on va contrôler l'efficacité des interventions par des indicateurs de performance chiffrés, par la production de statistiques. Et donc, ça va générer, entre autres, énormément de paperasse. Donc, les employés, les professionnels vont devoir remplir des documents, des statistiques pour que les personnes qui sont en haut de la chaîne de commandement puissent contrôler leurs prestations. Les résultats disons, de ce modèle actuel de soutien à domicile au Québec, notamment, ce sont des problèmes graves d'accès aux services. On le sait, là, ça c'est un chiffre qui a beaucoup circulé, mais je le répète parce que c'est particulièrement parlant, là. On a actuellement un taux de réponse aux besoins en soutien à domicile qui est de moins de 11%. Donc, il y a moins de 11% des heures évaluées par le réseau public comme étant des heures nécessaires
aux personnes. Donc ça, on parle seulement des heures qui ont été évaluées, hein, donc des personnes qui ont eu une évaluation de leurs besoins. On considère que ces personnes-là ont besoin de tant d'heures de service. Quand on fait le total de ces heures-là, qui sont des heures requises par un plan d'intervention, bien, il y a seulement 11% de ces heures-là qui ont été fournies par le secteur public, y compris par les fournisseurs auxquels on sous-traite la prestation de service. Ben ça se traduit évidemment par le fait que les ménages vont être forcés ceux qui ont les moyens du moins, d'acheter sur le marché privé des services. On a estimé là, dans l'étude qu'au Québec, et ça c'est probablement une sous-estimation, au Québec, la dépense de santé moyenne annuelle par ménage pour s'acheter des soins de longue durée est de 840 par année. Et ça, je tiens à souligner que ça inclut l'ensemble des ménages du Québec. Donc, évidemment que ce n'est pas l'ensemble des ménages du Québec qui ont des besoins en soins de longue durée. Donc, ces montants-là réels sont beaucoup plus élevés pour les ménages au sein desquels il y a des besoins en soins de longue durée. Quand on regarde le graphique qui est sur la diapo, ce qu'on constate, c'est que, en fait, le Canada, on est parmi les pays où la proportion des dépenses de santé des ménages qui sont consacrées aux soins à domicile, aux soins de longue durée est la plus élevée. Malheureusement, on n'a pas les données spécifiques pour le soutien à domicile, mais ce qu'on voit, c'est que, il y a près de 29%, près de 30% donc des dépenses de santé des ménages au Québec qui sont consacrées à l'achat de soins de longue durée. Ben, on le sait, là, le nombre de personnes en attente de premier service de soutien à domicile est très élevé. On parle de près de 17 000 personnes en attente d'un premier service de soutien à domicile. Donc, il y a des problèmes graves d'accès aux services qui découlent de ce modèle-là de soutien à domicile qu'on a au Québec. Et il y a aussi un autre résultat fâcheux, disons, de ce modèle-là, c'est une dégradation significative de la qualité des services de soutien à domicile. Les conséquences négatives de la nouvelle gestion publique et de la privatisation des services sur la qualité des services sont assez largement démontrées dans la littérature, dans les recherches scientifiques qui ont été menées au Québec et aussi ailleurs dans le monde, parce que ces tendances-là, on va le voir, là, à la nouvelle gestion publique et à la privatisation, ne sont pas exclusives au Québec. Ce sont des tendances qu'on retrouve partout dans le monde, y compris dans les pays qu'on considère comme étant les plus inspirants. Et ben, ces conséquences-là sur la qualité, cette nouvelle gestion publique-là, cette privatisation-là des services, elle entraîne une déshumanisation des services, elle entraîne des mauvaises conditions de travail qui sont étroitement liées à la qualité des services, elle entraîne des formations moindres pour le personnel qui est employé dans le secteur privé, elle entraîne des méthodes de travail à la chaîne qui réduisent aussi la qualité des services, un roulement de personnel important, un manque de continuité des services, hein. Si on sous-traite une partie importante des services à une multiplicité de prestataires privés à but lucratif qui ne sont pas intégrés dans les équipes multidisciplinaires du réseau public, ben, c'est plus difficile d'assurer une continuité des services entre le soutien à domicile et les autres types de services qui peuvent être offerts par le réseau public. Il y a un manque de temps qui est dénoncé par le personnel, là, en forte majorité par le personnel de soutien à domicile. Il y a des sondages, des travaux, des enquêtes approfondies qui ont été faites qui témoignent de ça. Euh, un manque d'intégration des services également, encore une fois en raison de la sous-traitance des services à une multiplicité de fournisseurs privés. Et donc, le constat pour le Québec est assez accablant. C'est un constat d'ailleurs qui est en partie partagé par la commissaire qui constate elle aussi des problèmes graves d'accès aux services, des problèmes aussi en termes de qualité des services, de continuité, d'intégration. Donc, tous ces aspects-là du constat, du rapport de la commissaire, là, on partage ces constats-là à l'IRIS et je pense que c'est partagé aussi par de nombreuses organisations là, intéressées par cette question-là. Le problème, par contre, c'est que la commissaire ne s'est pas penchée sur le rôle de la nouvelle gestion publique et de la privatisation des services dans cette dégradation-là
des services, de la qualité de l'accès des services. Et donc, ces recommandations n'en tiennent pas compte là, du rôle de la privatisation et de la nouvelle gestion publique. On va y revenir en conclusion. Donc, les modèles inspirants pour le Québec qu'on a été voir, on a été voir deux grands modèles qui existent là, et qui sont souvent cités dans la littérature comme étant des modèles dont on devrait s'inspirer, des modèles où le virage vers le soutien à domicile a été réussi. Et donc, ces deux modèles-là, c'est le modèle assurantiel d'une part et le modèle nordique d'autre part. Le modèle assurantiel, les principaux pays là, qu'on a été voir, là, c'est l'Allemagne qui a été assez à l'avant-garde. Là, il y a les Pays-Bas aussi qui ont été à l'avant-garde d'un modèle assurantiel, mais on a écarté finalement le modèle des Pays-Bas parce que c'est un modèle dans lequel le virage, la proportion d'investissement en soutien à domicile, finalement, elle n'est pas très élevée quand on la compare à l'ensemble des soins de longue durée. Donc, on pourrait dire que le virage vers le soutien à domicile est plus ou moins réussi là, dans ce cas-là. Mais dans le cas de l'Allemagne, c'est un pays pionnier là, en termes de modèle assurantiel. Ensuite, il y a le Japon et la Corée du Sud qui se sont inspirés de l'Allemagne. Et dans le cas du modèle nordique, ben là, c'est les pays comme le Danemark, la Suède, la Norvège. Il y a la Finlande aussi qui fait partie du modèle nordique, mais on l'a écarté également pour la même raison, c'est-à-dire que le virage vers le soutien à domicile, on peut pas le qualifier de véritablement réussi là, quand on le compare aux autres pays nordiques, dans le cas de la Finlande. Donc, c'est quoi les caractéristiques de ces deux modèles-là? Dans le cas du financement, ben, en fait, dans le cas de la couverture, le modèle assurantiel, dans le cas du modèle assurantiel, on parle généralement d'une couverture restreinte, c'est-à-dire qu'il y a seulement certaines catégories de services qui vont être couverts ou encore ce sera pas l'ensemble des services qui ont été, disons, suite à une évaluation professionnelle, on détermine qu'il y a une certaine quantité de services qui sont requis, ben, c'est pas l'ensemble des services qui vont être couverts par l'assurance autonomie et il y a des copaiements assez importants, en fait, qui peuvent être exigés de la part des usagères et des usagers euh, au moment de la prestation des services. Alors que dans le cas du modèle nordique, on a une couverture qui est vraiment large, c'est-à-dire une couverture qui est complète, et on a aussi une quasi-gratuité qui a été remise en question là, dans le cas de la Suède au cours des dernières années là, suite à des réformes. Euh, dans le cas du financement, avec le modèle assurantiel, on a un financement qui est majoritairement public, mais c'est un financement qui est principalement par des cotisations obligatoires qui sont prélevées sur les salaires, donc des cotisations des employeurs et des travailleuses et des travailleurs, alors que dans le cas du modèle nordique, c'est un financement qui est public également, mais qui est par le biais des impôts généraux, donc vraiment par le biais de la fiscalité. Dans le cas du modèle assurantiel, la prestation, elle est presque essentiellement privée et en grande partie à but lucratif, sauf dans le cas des Pays-Bas, où la prestation est en bonne partie à but non, faite par des organisations à but non lucratif. Mais dans les modèles là, qu'on a retenus, c'est une prestation qui est privée à but lucratif. Et on a aussi une prestation qui est disons, en nature là, dans certains pays comme l'Allemagne, un peu sur le modèle du chèque emploi-service où on reçoit les prestations en argent et on peut ensuite acheter des services de soutien à domicile là, sur le marché privé ou auprès. On peut payer des proches donc pour offrir les services d'aide à domicile. Dans le cas du modèle nordique, historiquement, c'était une prestation qui était essentiellement publique, mais depuis 2 décennies environ, là, il y a eu des brèches importantes vers la privatisation des services, euh, principalement depuis les années 2000. Au niveau de la gestion, le modèle assurantiel s'est développé en Allemagne, au Japon, en Corée, sous l'inspiration directe de la nouvelle gestion publique. Donc, c'est vraiment des modèles qui ont été mis en place
dans la philosophie de la nouvelle gestion publique. On le voit là avec la prestation privée. C'est des modèles qui ont été mis en place avec l'objectif principalement de réduire les coûts des services de santé, du soutien à domicile et d'augmenter la couverture rapidement là, des services de soutien à domicile. La gestion est aussi principalement régionale ou locale dans la plupart des pays de ce modèle-là. Dans le cas du modèle nordique, il y a aussi des brèches importantes vers la nouvelle gestion publique, vers l'application des principes de la nouvelle gestion publique depuis quelques années également, dans l'objectif, encore une fois, de réduire les coûts. La gestion, dans le cas du modèle nordique, c'est assez particulier, en fait, c'est très local, la gestion du soutien à domicile. En fait, ce sont les municipalités qui ont la responsabilité d'organiser la prestation des services. Et ce sont les municipalités également qui ont la responsabilité de prélever les fonds. Donc, ce sont les municipalités qui lèvent les impôts pour financer le soutien à domicile. Donc, elles ont une grande autonomie dans la gestion, dans la prestation et dans le financement du soutien à domicile. Les avantages et les limites de chacun de ces deux modèles-là, ben, en ce qui concerne le modèle assurantiel, un des avantages importants, c'est que ce modèle-là a permis un élargissement très rapide de l'accès à des services de soutien à domicile à un coût relativement peu élevé. L'Allemagne, par exemple, si on revenait voir là, le graphique que j'ai présenté plus haut sur le pourcentage du PIB, ben, en fait, on pourrait peut-être y revenir là, oups, rapidement, là. Ici, là, si on regarde les dépenses en soins de longue durée en proportion du PIB, ben, on voit que l'Allemagne dépense pas beaucoup plus que le Canada en proportion de son PIB, euh, en proportion de son PIB pour financer le soutien à domicile. Donc, c'est pas des dépenses extrêmement élevées en soutien en soins de longue durée. Donc, c'est pas des dépenses très élevées, mais on a réussi à élargir fortement l'accès aux services de soutien à domicile. Un avantage aussi de ce modèle-là, c'est que c'est un financement par des cotisations qui sont vraiment dédiées au soutien à domicile. Et donc, ça, dans certains articles de la littérature scientifique, on nous dit que c'est susceptible de rencontrer peut-être moins de résistance que des hausses d'impôts parce que les gens vont cotiser spécifiquement pour une assurance qui est destinée spécifiquement au soutien à domicile et qui va pas être utilisé pour d'autres fins. Et ça, c'est un autre avantage en fait du modèle, c'est que cette caisse autonome-là réduit les risques d'un détournement des fonds du soutien à domicile vers d'autres missions. Mais on le sait aussi que dans le contexte du Canada, au moins, le fait qu'il y ait une caisse autonome n'empêche absolument pas de détourner les fonds à d'autres fins, même si il y a un coût politique qui peut être associé à ça. L'exemple de ça, c'est l'exemple de l'assurance emploi hein, au Canada, où on le sait, là, le gouvernement fédéral a parfaitement le droit de piger dans la caisse de l'assurance emploi pour financer les autres missions du gouvernement. Il y a eu des poursuites qui se sont rendues jusqu'en Cour suprême là, pour tenter d'empêcher le gouvernement de faire une telle chose. Et en fait, c'est le gouvernement qui a gagné. Donc, la caisse autonome, ça n'élimine pas les risques que les fonds soient utilisés à d'autres fins qu'au financement du soutien à domicile. Les limites de ce modèle-là, ben d'abord, c'est un mode de financement qui est moins progressif que l'impôt et donc qui est moins redistributif, qui est moins équitable parce que dans le cas du financement par cotisation sur la base des salaires, ben le taux de cotisation, par exemple, si on a un taux de cotisation de 1,5% ou de 3%, le taux de cotisation va être le même pour l'ensemble des travailleurs, des salaires en réalité, peu importe le niveau de salaire. Alors que dans le cas de l'impôt, ben on sait que le taux d'imposition va augmenter en fonction des revenus. Donc, avec un financement par un impôt, par l'impôt, par le biais de la fiscalité, les personnes avec une rémunération plus élevée vont financer davantage les services que les personnes avec une rémunération moins élevée. Euh,
Un autre problème avec ce mode de financement-là par cotisation, c'est que, et là c'est un peu complexe, je ne sais pas si je vais pouvoir entrer très en détail dans cette explication-là, mais la financiarisation de l'économie a tendance à réduire les cotisations des entreprises aux assurances sociales en général. Et là, on a publié une étude là-dessus à l'IRIS là, il y a quelques semaines, en fait un mois avant avant de publier notre étude sur le soutien à domicile, on a publié une étude qui démontre que les cotisations des entreprises au Fonds des services de santé, qui sont des cotisations basées sur les salaires, ont fortement diminué au cours des 20 dernières années quand on les compare à l'évolution de leurs profits. Donc, les entreprises, leurs profits ont fortement augmenté au cours des 20 dernières années, mais en comparaison, leurs cotisations n'ont pas augmenté autant. Et la raison pour ça, c'est parce que les entreprises sont de plus en plus en mesure de générer des profits importants sans créer d'emplois. Et donc, ça fait que puisqu'on génère des profits importants sans créer d'emplois de manière aussi importante, ben, les entreprises vont générer des revenus très importants, mais ils n'auront pas à cotiser sur ces revenus-là parce que les cotisations sont basées sur les revenus d'emploi. Donc, j'irai pas plus loin dans l'explication, mais disons juste que quand on finance par le biais des cotisations sur les salaires, ça a pour conséquence de réduire progressivement la contribution des grandes entreprises en particulier et des entreprises du secteur financier, qui sont aussi les entreprises qui sont le plus profitables et donc qui ont davantage les moyens de payer pour ces services-là. Euh, le modèle assurantiel vient aussi avec le maintien d'une charge financière individuelle qui peut être assez importante. Je l'ai dit tantôt, c'est un modèle où il y a des copaiements. Les usagers sont appelés à payer une partie des services qu'ils reçoivent. La couverture n'est pas complète. Et donc, je vais revenir encore une fois en arrière, là. Quand on regarde tantôt, j'ai montré que le Canada était presque en tête de liste là, pour la proportion des dépenses de santé des ménages qui sont consacrées aux soins de longue durée. Ben, si on regarde l'Allemagne, qui est le modèle par excellence là, du modèle assurantiel, ben, l'Allemagne, la situation est encore pire. Les Allemands, les ménages allemands dépensent la proportion des dépenses de santé des ménages qui est consacrée aux soins de longue durée en Allemagne est encore plus grande en Allemagne qu'au Canada. Donc, ça a permis d'élargir l'accès à des services, mais ça a aussi impliqué que les ménages doivent dépenser quand même de manière importante pour avoir accès à ces services-là. Donc, ça pose des problèmes d'accès également et ça pose des problèmes d'équité dans l'accès, évidemment. Un autre enjeu avec ce modèle-là, c'est que le modèle a été implanté avec une priorité à la réduction des coûts. Donc, il y a une place importante qui est faite à la nouvelle gestion publique et à la privatisation des services. Et ça, ben, ça a les mêmes conséquences dans ces pays-là que ça a eu au Québec, c'est-à-dire que ça a des effets négatifs sur la qualité des services. Et finalement, le modèle de cash for care, c'est-à-dire le modèle dans lequel on paie pour on fait des paiements en argent pour que les personnes qui ont besoin de services puissent payer leurs proches pour leur donner des services. Ben, ce qu'on constate dans ces pays-là, c'est que ça a des conséquences au niveau de la reproduction des inégalités hommes-femmes, c'est-à-dire que les femmes sont appelées à être les principales prestataires de ces services-là, donc elles vont être moins présentes sur le marché du travail. Et ce sont aussi des modèles qui reposent, en tout cas dans le cas de l'Allemagne, dans le cas d'Israël également, ce sont des modèles qui reposent très fortement sur l'exploitation de travailleuses et de travailleurs migrants. Il y a une quantité très importante de migrants qui sont embauchés dans le contexte, dans ces contextes-là, là, dans l'économie informelle par le biais du cash for care. Et en fait, ça a même posé des problèmes de rupture de services majeurs en Allemagne pendant la pandémie parce que les frontières ont été fermées et soudainement, il y avait plus de 100 000 migrants qui ne pouvaient plus se rendre en Allemagne pour donner les services à rabais à la population là, allemande. Donc, ça pose des problèmes d'équité. Dans le cas du modèle nordique, les avantages de ce modèle-là, c'est qu'on est devant un modèle où on a un financement qui est beaucoup plus progressif et qui est beaucoup plus redistributif parce que c'est un financement qui est basé sur l'impôt. C'est
parmi les modèles de soutien à domicile les plus généreux au monde, c'est-à-dire que l'accès est très large et qu'on a vraiment une quasi-gratuité des services. Dans certains cas, il y a des copaiements qui sont demandés, mais c'est très bas. Il y a un degré élevé d'équité dans ce modèle-là, tant sur le plan du financement que sur le plan de la prestation des services, parce que historiquement, c'est un modèle qui repose sur la prestation publique des services et non pas sur une main-d'œuvre qui est précarisée et sous-payée. Mais encore une fois, là, il y a eu des réformes dans les dernières décennies où il y a eu une certaine privatisation des services avec les mêmes conséquences que celles qu'on connaît au Québec. Et c'est un modèle aussi qui favorise ce qu'on appelle dans ces pays-là la défamilialisation, c'est un terme pas très agréable à dire, du soutien à domicile, c'est-à-dire que c'est un modèle dans lequel la prestation des services, on ne présume pas que ce doit être les proches aidants qui doivent être les premiers répondants là, pour les besoins de leurs proches, mais il y a vraiment un droit à ces services-là. Et en fait, dans l'évaluation des besoins, on ne présume pas, en fait, l'évaluation des besoins ne tient pas compte de la disponibilité ou non de proche aidante ou de proche aidant. Euh, donc, on ne se repose pas sur la famille pour donner ces services-là. C'est vraiment une prestation qui est assurée là, par des employés rémunérés. Au niveau des limites de ce modèle-là, ben, la première limite est probablement la plus importante, c'est que c'est un modèle où les coûts de ce modèle-là sont plus élevés qu'ailleurs, beaucoup plus élevés. L'ensemble des pays nordiques, c'est les pays qui arrivent en tête de liste pour la proportion de leur PIB qui est consacrée aux soins de longue durée. Et c'est aussi au niveau de la décentralisation très forte de la gestion des services, ben, ça vient avec une certaine disparité intermunicipale dans l'accès et dans le niveau des services qui sont prodigués parce que les municipalités ont beaucoup d'autonomie dans la détermination, par exemple, des critères d'accès, dans la détermination de la manière dont on évalue les besoins. Et donc, ça va faire, et aussi au niveau des ressources, il y a certaines disparités. Donc, ça va faire que dans certaines régions, dans certaines municipalités, on va avoir accès à des services, alors que dans d'autres régions, on n'aura pas accès avec un niveau de besoin équivalent. Donc, ça crée certaines disparités. Et finalement, la limite, probablement aussi, une autre limite importante, c'est l'érosion de ce modèle-là par les réformes des dernières décennies qui sont inspirées de la nouvelle gestion publique, c'est-à-dire des réformes qui ont mené à la privatisation des services, à l'application de méthodes de gestion inspirées de la nouvelle gestion publique, ce qui s'est traduit par des réductions de l'accès aux services, une détérioration des conditions de travail et de la qualité des services et une certaine désolidarisation et refamilialisation des services, c'est-à-dire que les proches aidants vont être appelés à, depuis quelques années, à prendre une part plus grande de la prestation des services et il y a moins d'équité. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mécanismes là, qui permettent de dépasser la file d'attente, si on veut, en fonction des revenus. Donc, il y a des problèmes d'équité qui ont émergé là, suite à ces réformes-là. Donc, c'est à partir de ces modèles-là qu'on a élaboré un modèle, ou en tout cas qu'on propose certaines bases. Évidemment, c'est pas un modèle extrêmement détaillé, mais on pose les bases d'un modèle de soutien à domicile pour le Québec. Euh, donc, la première chose à dire, c'est qu'au niveau de la prestation et de la gestion des services, on propose il nous semble prioritaire en fait d'éviter les erreurs de la nouvelle gestion publique et de la privatisation, dont les conséquences néfastes sont observées et documentées au Québec depuis longtemps et également dans les différents pays où elles ont été appliquées. Donc, dans cette optique-là, ce que nous, on propose, c'est de confier l'intégralité de la prestation des services de soutien à domicile au CLSC, donc de réintégrer la prestation des services dans le secteur public et de confier cette prestation-là au CLSC.
On a de la chance au Québec quand même, on dispose d'une infrastructure là, qui existe historique depuis 50 ans, qui a une expertise dans ce secteur-là. Ça correspond au mandat historique des CLSC. En fait, les CLSC, c'est eux qui étaient responsables de la prestation du soutien à domicile lors de la première politique de soutien à domicile qui a été adoptée en 1979. Les CLSC ont même mis en place un nouveau corps d'emploi, une nouvelle profession expressément liée à la prestation du soutien à domicile. On parle ici des auxiliaires. À l'époque, on appelait ça les auxiliaires familiales et sociales. Aujourd'hui, c'est les auxiliaires en santé et services sociaux. Donc, on propose de réintégrer l'ensemble des services au sein des CLSC. Et donc, on propose de cesser complètement la sous-traitance à des fournisseurs privés de services pour toutes les raisons qui ont été mentionnées jusqu'à maintenant, y compris aux organismes comme les ESSAD à but non lucratif. Dans certains cas, les organismes à but non lucratif, dans certains pays, par exemple aux Pays-Bas, où le recours aux organismes à but non lucratif, en fait, découle de l'évolution historique naturelle, si on veut, du système de santé et où le recours aux organismes à but non lucratif est bien intégré et n'est pas une stratégie pour réduire les coûts, une stratégie de l'État pour réduire les coûts, ça peut fonctionner. Mais dans le cas du Québec, ou en tout cas dans le cas du soutien à domicile, ce qui est aussi très bien documenté dans la littérature, c'est que dans le cas des ESSAD, la prestation des services, la qualité de la prestation des services et la qualité des conditions de travail aujourd'hui, elle est à peu près équivalente à ceux du secteur privé. Donc, les problèmes, disons, de qualité des services, les problèmes de qualité des services, les problèmes de conditions de travail qu'on observe avec les fournisseurs privés à but lucratif, on les observe aussi dans le cas des ESSAD. C'est une des raisons pour lesquelles on recommande d'intégrer entièrement dans le secteur public. Mais l'autre raison pour laquelle on recommande également d'intégrer dans le secteur public, c'est pour des questions d'intégration et de continuité des services. Euh, Ça, c'est identifier la continuité des services, c'est vraiment identifier et l'intégration comme un marqueur central de la qualité des services, en particulier du soutien à domicile dans la littérature. Et si on externalise le soutien à domicile auprès de fournisseurs qui ne sont pas intégrés dans le réseau public, ben, on vient nuire à cette continuité, à cette intégration des services-là. Et dans le cas du soutien à domicile, c'est particulièrement important que les travailleuses qui vont dans les domiciles quotidiennement, qui vont quotidiennement dans les domiciles des gens, euh, c'est particulièrement important que ces travailleuses-là soient bien intégrées dans les équipes multidisciplinaires des CLSC parce que ce sont ces travailleuses-là qui, on dit dans la littérature, qu'elles sont les yeux et les oreilles du réseau public au sein des domiciles chez les gens. Ce sont elles qui vont être en mesure de détecter des enjeux des enjeux de santé, des enjeux de problèmes sociaux, de difficultés à avoir accès à certains revenus. Donc, tous ces enjeux-là qui peuvent être identifiés par les travailleuses du soutien à domicile, si ces travailleuses-là sont intégrées dans les équipes du réseau public, elles peuvent les signaler à leurs coéquipières, à leurs coéquipiers de l'équipe multidisciplinaire. Et donc, ces problèmes-là peuvent être pris en charge de manière précoce et on peut éviter ainsi une dégradation de la situation ou de l'état d'une personne. Donc, elles peuvent jouer un rôle préventif important et elles jouent évidemment un rôle dans la continuité des services. Donc, pour ces raisons-là, on pense que les services de soutien à domicile devraient être intégrés entièrement dans le réseau public. Bien évidemment, là, on est face actuellement à des enjeux de centralisation importants, de bureaucratisation importants du système public. Et ça, c'est pas des enjeux qui vont s'améliorer avec la nouvelle fusion, là, puis la création de l'Agence Santé Québec. Qui a été décidée là, dans les derniers, qui est en train d'être mise en œuvre actuellement. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de confier la gestion du soutien à domicile
à 400 pôles sociaux de première ligne. Ça, en fait, ça fait écho à une proposition qui avait déjà été faite par l'IRIS il y a un an et demi, là, la création de 400 pôles sociaux dans l'ensemble du territoire pour décentraliser et pour démocratiser la gestion des services. En fait, donc, ce qu'on propose là, c'est de remettre en question la nouvelle gestion publique. Je l'ai pas mentionné, mais la centralisation là, de la gestion qu'on a connue au Québec dans les 2 dernières décennies, c'est aussi un des résultats de cette nouvelle gestion publique-là. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de remettre en question cette nouvelle gestion publique-là en créant des instances décisionnelles décentralisées partout sur le territoire du Québec, qui seraient ces instances décisionnelles-là, essentiellement des conseils d'administration qui seraient élus démocratiquement. Sur ces conseils d'administration-là, il y aurait un tiers de membres du personnel, un tiers d'usagères et d'usagers et un tiers de gestionnaires. Et ce seraient ces instances-là qui seraient responsables de la gestion des services qui seraient de l'ensemble des services, en fait, qui seraient offerts par les CLSC, de l'ensemble des services de première ligne, dont les services de soutien à domicile. Une gestion comme celle-là, ça permettrait d'inverser la chaîne de reddition de comptes. Donc, on remplace les contrôles hiérarchiques, bureaucratiques et centralisés actuels par un contrôle qui est démocratique et qui est local. Et là, ça peut sembler un peu sorti d'un chapeau, là, farfelu peut-être, cette proposition-là, mais il faut savoir en réalité qu'au Québec, c'est pas du tout étranger là, au modèle québécois, ce qu'on propose ici. Ça correspond pas mal à ce qui existait au Québec il y a, au moment de la création du réseau public, au moment où les CLSC, justement, s'étaient vu confier la responsabilité de la prestation des services de soutien à domicile. La gestion du réseau ressemblait en bonne partie à celle-là, à une gestion comme celle-là. Et par ailleurs, quand on regarde dans les pays nordiques, ben, c'est une gestion qui est aussi fortement décentralisée, qui est très démocratique, puisque ce sont également les municipalités qui sont responsables là, de ces services-là. Et je précise là que la participation citoyenne et démocratique à la vie politique municipale est beaucoup plus approfondie dans ces pays-là qu'ici, entre autres parce que ce sont les municipalités qui sont responsables de donner des services de donner des services de base là, à la population. Euh, Par ailleurs, là, je vais pas entrer dans les détails de ça ici, mais on mentionne là, dans l'étude que des modalités particulières pourraient être prévues pour le programme du chèque emploi-service. On n'a pas fait le travail d'approfondir, disons, le modèle de gestion et de prestation qui serait nécessaire pour le programme du chèque emploi-service, entre autres parce que l'étude a été faite en collaboration avec Louise Boivin, qui a par ailleurs produit un rapport là, assez approfondi et assez étoffé qui visait une proposition justement de modèle là, pour encadrer plus particulièrement le programme du chèque emploi-service. Si vous le souhaitez, là, je ne l'ai pas mis ici en référence, là, mais il est en référence dans l'étude, ce rapport-là. On pourrait également là, vous le fournir là, si ça vous intéresse. Mais il y a des propositions concrètes qui ont été mises de l'avant dans ce rapport-là, qui a été élaboré, je crois, en collaboration avec les personnes en situation de handicap. Évidemment que les modalités particulières qui seraient à prévoir devraient aussi être élaborées en collaboration avec les personnes qui sont principalement intéressées. Donc, nous, ce qu'on recommandait dans l'étude, c'était de s'inspirer des recommandations de ce rapport-là pour élaborer les modalités particulières pour le programme du chèque emploi-service. Donc, pour illustrer un peu le modèle de gestion qu'on propose, on a ici 2 graphiques qui illustrent le modèle de gestion actuel. On voit là que c'est un modèle de gestion qui est très top-down, dans lequel le commandement ou les décisions sont prises en haut de la pyramide, sont répercutées jusqu'en bas et finalement les travailleuses et les travailleurs sont celles qui sont chargées de
de faire la prestation de service, mais avec très peu d'autonomie professionnelle. Et les usagères et les usagers ont, somme toute, à peu près rien à dire, à peu près aucun contrôle sur les services qui leur sont offerts. Et on peut comprendre que dans une structure comme celle-là, il y a plusieurs organisations peut-être qui soient pas très chaudes à l'idée de réintégrer les services dans le secteur public, mais en même temps, c'est dans le secteur public qu'il y a le plus grand potentiel de démocratisation des services parce que si les services sont offerts par des fournisseurs privés à but lucratif, ben, ça laisse pas non plus une grande place aux usagères et aux usagers sur leurs services. Alors que dans le modèle de gestion qu'on propose, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement un contrôle hiérarchique qui s'exercerait de la part des conseils d'administration sur les gestionnaires, donc de la part des conseils d'administration des pôles sociaux sur les gestionnaires des CLSC et sur les travailleuses des CLSC. Les gestionnaires des CLSC auraient aussi une autorité hiérarchique sur les travailleuses des CLSC au niveau de la prestation des services, mais les conseils d'administration des pôles sociaux eux-mêmes seraient contrôlés par les usagères et les usagers, les travailleuses des CLSC et les gestionnaires des CLSC. Donc, il y aurait vraiment une cogestion en quelque sorte et une démocratisation de cette gestion-là des services qui représente une remise en question assez radicale, là, en fait, par rapport à ce qui existe actuellement avec la nouvelle gestion publique. Et je le répète, ce modèle de gestion-là proposé, c'est pas quelque chose qui est utopique. Ça correspond en bonne partie au modèle des CLSC originels où les conseils d'administration étaient locaux et où ces conseils d'administration-là étaient composés en quasi-majorité d'usagères et d'usagers, où il y avait une représentation des travailleuses et des travailleurs ainsi que des gestionnaires. Donc, j'arrive au nerf de la guerre. Il est 10 heures. Je pense que j'ai commencé ma présentation vers 9h20. Donc, je pense que ça Oui, t'as va. encore jusqu'à au moins 10h15, là. Je sais pas si t'as OK. assez de. Il me semble que t'avais commencé comme à 5 et 10, mais ça peut déborder un petit peu aussi, c'est pas grave. OK. Donc, parfait. Donc, le premier élément à retenir les constats qu'on fait, en fait, dans cette étude-là, c'est que si on veut réussir le virage vers le soutien à domicile au Québec, il va falloir consentir des investissements massifs dans ce secteur-là. Euh, En fait, ce virage-là, il est promis depuis 45 ans. À peu près tous les gouvernements qui se sont succédés au Québec, y compris le gouvernement péquiste qui a confié au CLSC la mission d'offrir ces services-là par sa politique de 1979, à peu près tous les gouvernements ont voulu effectuer le virage vers le soutien à domicile depuis cette première politique-là. Et les raisons de réussir ce virage-là sont nombreuses et sont très bonnes. On les connaît. On sait que si on réussit le virage vers le soutien à domicile, on va à moyen terme réduire les coûts de manière importante, augmenter l'efficacité, être capable d'agir en prévention. Donc, les avantages de faire le virage vers le soutien à domicile sont très nombreux, en plus de correspondre aux préférences des personnes qui reçoivent les services. Et la cause principale des échecs répétés de ce virage-là, c'est qu'aucun gouvernement n'a consenti les investissements qui sont indispensables, les investissements massifs qui sont indispensables pour réussir le virage. Et là, un des objectifs de l'étude, c'est aussi de déboulonner ce mythe-là d'un manque de moyens, d'une incapacité du Québec à consentir ces investissements massifs-là. C'est sur ce mythe-là que sont basées la privatisation des services et la tarification des services parce que on espère, en privatisant les services, qu'on va réduire les coûts et donc on va être capable d'offrir davantage de services à un moindre coût. Et on espère, on prétend également qu'en tarifant les services, ben on va réussir à pallier un manque de moyens, on va réduire les dépenses du gouvernement, du moins, pour le financement du soutien à domicile. Encore une fois, il faut rappeler que le Québec est une des sociétés les plus riches au monde. Donc, s'il y a d'autres pays qui ont été capables de faire ces investissements-là, on devrait être capable de le faire nous aussi. Euh, le modèle nordique montre que c'est possible, en fait, d'investir massivement euh,
dans, euh, dans le soutien à domicile, de faire ces investissements massifs-là sans ruiner les finances publiques. J'ai dit tantôt que le modèle nordique, un de ses désavantages, c'est qu'il coûtait beaucoup plus cher, mais on va voir que malgré tout, les pays nordiques s'en sortent gagnants. En fait, on va voir ça maintenant. Ce tableau-là, ce qu'on voit ici, c'est les investissements annuels en soutien à domicile par pays, ceux qui sont faits au Québec et ceux qui devraient être faits au Québec pour que nos investissements soient équivalents à ceux qui sont faits dans les pays nordiques. Donc, on voit qu'actuellement, le Québec consacre 1,4 de son PIB aux dépenses totales en soins de longue durée. Parmi les soins de longue durée, le pourcentage de dépenses en soins de longue durée qui sont consacrés au soutien à domicile, c'est de 39 au Québec. Et là, dans le 39 je tiens à dire que j'inclus le crédit d'impôt pour le maintien à domicile, le programme PEFSAD. Donc, on a vraiment l'ensemble des dépenses publiques en soutien à domicile. Et donc, ce pourcentage-là des dépenses des soins de longue durée qui sont consacrés au soutien à domicile, il a augmenté de manière importante dans les dernières années parce qu'il y a eu un réinvestissement quand même en soutien à domicile. Mais le pourcentage du PIB qui est consacré aux dépenses en soins de longue durée est tellement bas en comparativement des autres que même si le pourcentage de ces dépenses-là qui sont consacrées au soutien à domicile est relativement élevé, bien, on se retrouve avec un montant dépensé en soutien à domicile qui est relativement faible. Donc, on parle de 3 milliards là, en 2023 qui ont été dépensés au Québec dans le soutien à domicile. Si on faisait comme le Danemark, et donc si nous aussi, on consacrait 3,2 de notre PIB à l'achat de 3,2 de notre PIB aux dépenses en soins de longue durée et qu'on consacrait 39 de ces dépenses-là au soutien à domicile, on investirait 7,1 milliards par année dans le soutien à domicile. Si on faisait comme la Suède, qu'on investissait l'équivalent en pourcentage de notre PIB en soins de longue durée et l'équivalent de ces dépenses-là en soutien à domicile, on aurait 8,1 milliards de dollars par année pour financer notre soutien à domicile. Et si on faisait comme la Norvège, ben, on se retrouverait avec 11 milliards de dollars par année qu'on investirait en soutien à domicile. Et en fait, on peut même dire que la Norvège, si on le 12,7 milliards ici, là, ça, c'est ce que la Norvège, disons, c'est ce qu'on investirait en tenant compte du vieillissement de la population. Parce que la population au Québec, elle est plus vieillissante qu'en Norvège, beaucoup plus vieillissante. Mais malgré tout, le Québec investit beaucoup moins. Donc, si on investissait l'équivalent de la Norvège et qu'on tenait compte en plus d'un vieillissement de la population plus important au Québec, on investirait 12,7 milliards de dollars dans notre soutien à domicile. Et là, souvent, on va dire, ben, la Norvège, c'est pas un bon exemple parce que la Norvège, ben, c'est un pays pétrolier. Ils ont un PIB beaucoup plus élevé que le Québec. Ils ont une économie, ils sont beaucoup plus riches que le Québec. Mais là, je répète que ici, c'est justement en proportion du PIB. Donc, c'est justement en proportion de la taille de l'économie. Donc, si on investissait l'équivalent de la Norvège en proportion de la taille de notre économie, et qu'on tenait compte du vieillissement de la population, on investirait 12,7 milliards de dollars par année. Là, je vous entends tout de suite dire, mais c'est inimaginable comme dépense, on pourrait jamais faire une telle chose. Avant d'arriver à est-ce que c'est possible, je vais vous donner une idée de ce que ça représenterait comme amélioration de l'accès aux services. Actuellement, on couvre 10,7 des besoins. Si on faisait les investissements équivalents à la Norvège, on couvrirait 66 donc les 2 tiers des besoins au Québec. Et là, je précise que le 66 c'est dans le cas où on a intégré tous les employés dans le secteur public, ce qui représente pour la plupart de ces employés-là une augmentation de la rémunération. Donc, on consent des investissements supplémentaires pour rémunérer mieux des employés mieux formés dans le secteur public, mais on fait des économies, par contre, en appliquant un modèle de gestion démocratique et décentralisé parce que la nouvelle gestion publique, ça augmente les coûts
de manière importante. Là, j'ai pas le temps ici d'expliquer pourquoi, mais disons, si on faisait ces investissements-là avec la réforme que nous, on propose, on serait capable de couvrir 66% des besoins. Donc, ça peut sembler complètement démesuré, comme dépenses, mais quand on regarde les dépenses totales de santé par pays en proportion du PIB, ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, au Québec, en dépensant beaucoup moins en soutien à domicile qu'ailleurs, le Québec arrive en deuxième place pour ses dépenses de santé en proportion du PIB. Là, je précise que cette comparaison-là doit être faite avec prudence parce que l'ensemble des pays de l'OCDE on a eu c'est l'OCDE qui a calculé ce pourcentage-là, donc il y a la même méthodologie qui est appliquée à l'ensemble des pays de l'OCDE. Mais en ce qui concerne le Québec, on a fait des calculs nous-mêmes parce que les calculs sont pas faits par l'OCDE. Et donc, c'est possible qu'il y ait des différences là, qui soient dues à la méthodologie. Donc, c'est possible que le Québec soit un peu moins élevé. Mais ce qui est clair, c'est que les dépenses du Québec sont beaucoup plus élevées que celles du Canada parce qu'on peut faire le calcul pour le Canada et donc, je suis assez confiante là, dans mes calculs. Donc, on voit qu'au Québec, les dépenses de santé en pourcentage du PIB sont beaucoup plus élevées que ceux de la Suède, du Danemark et de la Norvège, malgré les investissements beaucoup plus élevés en soutien à domicile consentis par ces pays-là. En fait, quand on regarde les dépenses totales de santé, si le Québec, là, je vous invite seulement à regarder la dernière colonne, là, qui est complètement à droite. Si le Québec dépensait l'équivalent du Danemark pour ses dépenses totales de santé en pourcentage de son PIB, il économiserait 23 milliards de dollars par année. Il dépenserait 23 milliards de dollars par année de moins que de moins qu'actuellement. Si le Québec dépensait l'équivalent de la Suède, en pourcentage de son PIB pour ses dépenses totales de santé, il dépenserait 16 milliards de dollars de moins. Et là, la comparaison avec la Norvège, c'est celle qui est la plus spectaculaire, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment en raison du caractère pétrolier de la Norvège, là. Ils ont un PIB qui est vraiment plus élevé que le Québec, donc les économies s'expliquent en partie par ça. Mais dans le cas de du Danemark et de la Suède, c'est assez comparable au Québec là, en termes de PIB. Donc, ce qu'on voit, en fait, ce que ces chiffres-là indiquent, c'est que des investissements très importants en soutien à domicile, ça semble avoir pour effet de réduire de manière importante les dépenses totales de santé. Il y a d'autres facteurs qui expliquent que les dépenses totales de santé soient moins élevées au Danemark et en Suède et en Norvège, entre autres le fait que le secteur privé est beaucoup moins présent, les médecins sont beaucoup moins bien payés, sont salariés en partie. Donc, il y a toutes sortes et il y a moins d'inégalités sociales, moins de problèmes de santé. Donc, il y a d'autres facteurs qui expliquent ça, mais certainement que les investissements massifs en soutien à domicile contribuent à réduire le coût total des dépenses de santé dans ces pays-là. Et donc, ce que ça nous indique, c'est que si on suivait une voie similaire, on pourrait probablement réduire de manière importante, nous aussi, nos dépenses totales de santé. Donc, est-ce qu'on a vraiment les moyens de faire des dépenses à une telle hauteur? Ben, on s'est amusé à faire des hypothèses, là, à faire une espèce de montage financier pour voir comment on ferait pour consentir des dépenses aussi élevé que la Norvège. Donc, on a été ambitieux, on a été voir le pays qui dépense le plus, puis on s'est dit, si nous, on voulait faire la même chose, le montant total à investir, ce serait 9,7 milliards, parce qu'il faut soustraire le 3 milliards qu'on investit déjà. Euh, pour payer ce 9,7 milliards-là, ben, on pense que si on investissait autant en soutien à domicile, il y aurait des économies de plus de 1 milliard qui seraient faites très rapidement à court terme dans les services d'urgence, dans l'hébergement en milieu hospitalier et dans la construction en place d'hébergement. Les détails des calculs sont tous dans l'étude. Il y a aussi des nouveaux transferts fédéraux qui ont été annoncés en soins de longue durée qu'on pourrait soustraire de la facture, qui pourraient être consacrés au soutien à domicile. On pense qu'une partie de ces coûts-là pourrait être épongée par une réduction de la surrémunération médicale. Le 45 c'est, dans le fond, à l'IRIS, on a calculé
quel est le montant de la surrémunération médicale, combien on verse en trop aux médecins en comparaison, disons, des autres employés du secteur public. Et si on prend 45 de cette somme-là et qu'on l'attribue au soutien à domicile, ben, ça nous permet d'aller chercher un 720 millions de dollars. Et finalement, le coût restant serait partagé à égalité entre les entreprises et les particuliers par le biais, dans le cas des entreprises, ce serait une révision de la contribution au Fonds des services de santé. Ça, encore une fois, je vous invite à aller voir l'étude de l'IRIS là, qui a été publiée au mois d'octobre sur ce sujet-là. Dans cette étude-là, je montre en fait que si la contribution des entreprises au Fonds des services de santé avait connu la même croissance que leurs profits depuis 20 ans, on aurait aujourd'hui 10 milliards de plus par année pour financer les services de santé. Donc, on a de l'argent au Québec. C'est juste que cet argent-là, il est laissé dans les poches des grandes entreprises financières qui contribuent de moins en moins au financement des services de santé. Donc, ce 10 milliards-là, on pourrait en prendre 3,8 milliards là, pour financer un programme de soutien à domicile. Et le reste, le 3,8 milliards restant, on irait le chercher par une modification des taux d'imposition par tranche de revenus. Et donc là, c'est un tableau qui, à titre indicatif, illustre une répartition possible des coûts que cette hausse d'impôt-là ou que cette modification-là de l'impôt par tranche de revenus pourrait représenter pour les particuliers. Je vous invite à aller voir la deuxième colonne, qui est la contribution moyenne que ça représenterait par personne. Ce qu'on voit, c'est que pour l'ensemble des contribuables, ça représenterait une contribution de 550 dollars par année. Pour les 100 000 dollars et plus, on parle de 3 000 dollars par année. Pour la classe moyenne, si on peut dire, ce serait 780. Et pour les moins de 150 000 dollars, ce serait 120 dollars par année. On a ici ce que ça représente comme contribution en pourcentage du revenu moyen. Là, pour vous donner, et ce qu'on voit aussi également ici, c'est que pour la très grande majorité des contribuables, donc près des 2 tiers des contribuables, ça leur coûterait 120 dollars par année pour contribuer à ce nouveau programme-là de soutien à domicile. À titre indicatif, je précise que le taux de cotisation pour les particuliers dans le modèle allemand, c'est 1,53 des revenus. Et donc, on voit ici que il y a, dans aucun cas, là, ça dépasse ce qui est fait dans le modèle allemand. Et je rappelle aussi que actuellement, en moyenne, les ménages québécois dépensent de leur poche 840 dollars par année pour l'achat de soins de longue durée. Donc, ces montants-là, de 550 dollars en moyenne par personne, c'est pas quelque chose qui est complètement démesuré non plus. Et ici, dans ce tableau-là, je rappelle également que ces différentes catégories de contribuables-là, depuis 20 ans, ont profité d'un allègement de leur fardeau fiscal qui est très considérable et qui a profité beaucoup plus aux contribuables les plus aisés. La troisième colonne ici, là, dans la troisième colonne, ce que vous voyez, c'est ce que les particuliers paieraient en impôts supplémentaires chaque année si leur contribution fiscale avait eu la même évolution que leurs revenus. Donc, les différentes catégories de contribuables, leur revenu a eu une croissance beaucoup plus rapide que leur cotisation à l'impôt. Et donc, pour les 100 000 dollars et plus, là, actuellement, ils paieraient 3 700 de plus par année en impôts s'ils payaient la même chose qu'il y a 20 ans en proportion de leurs revenus. C'est presque la même chose pour la classe moyenne et on voit que les moins de 50 000 dollars, donc pour les 2 tiers de la population, les gains d'impôts ont été très faibles. Et donc, si on compare la contribution moyenne par personne que ça représente de financer le virage vers le soutien à domicile à l'impôt supplémentaire qui aurait été payé par ces contribuables-là si il n'y avait pas eu des baisses d'impôts importantes, ben on voit en fait qu'il y a de l'espace fiscal et en plus, la dernière rangée ici, que vous voyez à droite complètement, là, ça comptait même pas les baisses d'impôts consenties par la CAQ là, dans les dernières années, là. Si on ajoute ces baisses d'impôts-là, il y a un espace fiscal encore plus important pour le financement du soutien à domicile.
Donc, j'arrive à ma conclusion. Est-ce que, Sophie, j'ai le temps pour présenter les 4 recommandations de l'IRIS ou Oui. tu préfères? Ouais. Oui? Bon, OK. oui, c'est bon, vas-y. Ouais. Donc, sans surprise, notre première, nous, ce qu'on va dire, là, ce que je vous présente là, c'est ce que moi, je vais dire là, aux représentants du ministère là, au moment de notre comparution pour la consultation. Donc, ce qu'on va recommander d'abord, c'est une augmentation massive du financement en arguant que si le virage vers le soutien à domicile a échoué depuis 45 ans, c'est par manque de financement. Donc, c'est incontournable si on veut réussir ce virage-là. Le manque de moyens est un mythe. Le Québec est une société riche. L'État, comme je viens de le démontrer, s'est lui-même privé de revenus importants depuis 20 ans en réduisant les impôts et en réduisant aussi, ben pas en réduisant, mais les contributions des entreprises ont aussi été réduites de manière importante. Et ces revenus importants-là, dont l'État s'est privé depuis 20 ans, auraient été amplement suffisants pour financer des services de soutien à domicile adéquats. Ces pertes de revenus publics-là, comme je l'ai montré, ont avant tout bénéficié aux grandes entreprises financiarisées qui ne créent pas d'emplois, ainsi qu'aux contribuables les plus aisés. Et évidemment, des investissements massifs dans le soutien à domicile, ben, ça va générer une réduction importante des dépenses totales de santé. Et donc, c'est un investissement qui, à moyen et à long terme, va s'avérer moins coûteux que de continuer sur la lancée actuelle. Deuxième chose, on va recommander une déprivatisation complète des services en insistant sur le fait que la privatisation des services a eu des conséquences documentées sur la qualité des services au Québec et ailleurs dans le monde, ce qui est complètement ignoré par la commissaire à la santé et au bien-être dans son rapport. Elle n'a pas fait d'analyse de la qualité des services différenciés entre le secteur privé et le secteur public. En plus, la réduction des coûts qui est recherchée par la privatisation des services, ce que les faits démontrent également, c'est que ça se paie très cher à moyen et à long terme. Le cas des agences de placement, c'est un très bon exemple de ça. Dans le cadre de mon étude, je suis retournée voir l'évolution des coûts du recours aux agences de placement en comparaison avec les coûts de confier la prestation des services au secteur public. Là, j'ai mis en lien là, dans le PowerPoint un lien vers un article que j'ai publié sur le blog de l'IRIS qui présente ces résultats-là. Là. Donc, ça pourra vous être partagé également si vous souhaitez aller voir. Mais ce qui est important de retenir avec l'exemple des agences de placement, c'est que en aide à domicile en particulier, la raison principale pour laquelle on a eu recours aux agences de placement historiquement depuis 20 ans, c'est précisément pour réduire les coûts. Et pendant longtemps, on a été capable de réduire les coûts effectivement en ayant recours aux agences de placement. Et on faisait ça en sachant d'ailleurs que on avait une qualité de service qui était réduite, mais on était prêt à avoir une qualité de service réduite pour réduire les coûts. Et ça a fonctionné effectivement pendant un certain temps. Donc, ce qu'on voit dans le graphique qui est présent sur la diapo, c'est l'évolution de la différence de coût horaire entre la main-d'œuvre indépendante et le personnel du réseau public en aide à domicile. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2015-2016, avoir recours à la main-d'œuvre indépendante, ça coûtait 13 de l'heure de moins que de payer les employés du secteur public. Donc, ça permettait effectivement d'économiser, de sous-traiter les services, même si ça se faisait au prix de la qualité des services. En 2019-2020, cet avantage-là et ça c'est avant la pandémie, hein, je tiens à le dire, cet avantage-là d'avoir recours à la main-d'œuvre indépendante avait presque disparu. On était désormais avec des économies seulement de 4 de l'heure quand on recourt à la main-d'œuvre indépendante plutôt que de recourir aux employés du secteur public. Et là, les données les plus récentes, ce qu'elles montrent, c'est que désormais, ça coûte 6,50 de plus de l'heure avoir recours à la main-d'œuvre indépendante que de confier les services au secteur public. Et la raison pour laquelle il y a une évolution comme celle-là, ben, c'est pas un hasard, c'est pas un accident, c'est le fonctionnement de l'économie privatisée.
c'est une économie qui fonctionne avec l'offre et la demande. Et quand la dépendance structurelle du réseau à l'égard des agences de placement augmente, ben, ça laisse la possibilité aux agences de placement d'augmenter leurs tarifs et donc ça force le réseau à payer de plus en plus cher. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé avec les agences de placement. Ben, c'est quelque chose qu'on risque d'observer également avec les résidences privées pour aînés. D'ailleurs, de plus en plus, le ministère est lui-même forcé de payer le salaire, une partie des salaires des employés qui donnent les services dans les résidences privées pour aînés. Il y a toutes sortes de subventions qui sont nécessaires pour supposément permettre la rentabilité financière de ces résidences-là. Donc, à court terme, privatiser les services, ça peut permettre de réduire les coûts, mais ce qu'on voit, c'est qu'à moyen et à long terme, ben, on est perdant. Et en plus, cette dégradation de la qualité des services-là qui est générée par la privatisation, ben, ça génère également des coûts pour le système de santé parce que si les services ne sont pas bien donnés, s'il n'y a pas de prévention qui peut être faite, s'il n'y a pas de continuité des services, ben, ça va se traduire par des consultations à l'urgence pour des services qui n'ont pas été pris en charge à temps. On va recommander également l'abolition de la nouvelle gestion publique. On va arguer encore une fois que la nouvelle gestion publique a eu des conséquences documentées sur la qualité des services au Québec et ailleurs dans le monde. On va promouvoir le remplacement de la nouvelle gestion publique par un modèle de gestion locale, décentralisé et démocratique. Et je précise que ce modèle de gestion-là, s'il était appliqué, il pourrait générer une réduction d'au moins 15% des coûts du soutien à domicile, entre autres parce que si on a moins de gestion publique, on peut réduire de manière importante le temps consacré aux tâches administratives. Et donc, ça veut dire que ces heures-là, qui sont actuellement payées à remplir des papiers, vont pouvoir être utilisées pour donner davantage de services. On peut aussi réduire le temps de déplacement si on remet en question la nouvelle gestion publique. Euh, Là, l'explication est un peu complexe, mais j'y reviendrai si vous le souhaitez, s'il y a des questions là-dessus. Mais bref, ça permet de réduire les coûts de manière quand même significative, de remettre en question ce mode de gestion-là. Et finalement, on va prôner un maintien de la gratuité des services. Et là, quand je parle de gratuité des services, je parle des services qui sont déterminés comme requis par une évaluation professionnelle des besoins. Donc, nous, ce qu'on va dire, c'est que, et c'est le, en théorie, c'est supposé être le cas actuellement. Actuellement, l'ensemble des services qui sont requis par une évaluation professionnelle des besoins qui sont inscrits dans le plan d'intervention d'une personne doivent être fournis gratuitement par le réseau public qui actuellement sous-traite une bonne partie de ces services-là, mais en théorie, ces services-là doivent être financés par le réseau public. Mais évidemment, puisque les gens sont sur des listes d'attente pendant trop longtemps pour avoir accès à des services essentiels, finalement, les gens vont finir par payer pour avoir accès à ces services-là. Mais du moins, en théorie, actuellement, la gratuité, le principe de la gratuité est inscrit dans la politique actuelle de soutien à domicile. Ben, ce principe-là d'une gratuité, lorsqu'il y a une évaluation professionnelle des besoins, ça remet aussi en question le financement par le biais du crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés. Parce qu'actuellement, on verse presque 1 milliard de dollars par année en financement, plus de 700 millions de dollars par année en crédit d'impôt pour le maintien à domicile à des personnes sans qu'il y ait évaluation professionnelle des besoins. Donc, les personnes qui profitent de ce crédit d'impôt-là, c'est pas nécessairement les personnes qui ont les besoins les plus urgents ou les plus importants. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de transférer ce financement-là vers le soutien à domicile et donc vers la prestation des services de besoins pour des besoins qui ont été évalués. Un argument en faveur de la poursuite de la gratuité des services, c'est que les services de soutien à domicile, c'est des services qui s'inscrivent dans le continuum des services de santé. Il n'y a rien qui justifie de les exclure du principe de gratuité qui est à la base de notre système de santé. Ensuite, la tarification, c'est pas une solution au prétendu manque de moyens
financier du Québec. Hein. C'est un peu la justification que la commissaire a mise de l'avant. On n'a pas les moyens, ça va coûter trop cher, le poids financier du soutien à domicile est beaucoup trop important. On va être obligé de faire contribuer les usagers. Là, quand on dit ça, c'est comme si on disait, ben, ça va permettre de générer des revenus supplémentaires, mais en réalité, la tarification, c'est pas des moyens collectifs supplémentaires investis dans le soutien à domicile, c'est juste une autre manière de répartir socialement le coût des services. Plutôt que de faire contribuer les gens par le biais de l'impôt, ben, on les fait contribuer comme utilisateurs payeurs. Et ben, cette manière-là de financer les services, donc la manière utilisateur-payeur de financer les services, c'est une manière qui est moins équitable et qui est moins redistributive que par la fiscalité générale. La fiscalité générale, c'est vraiment le meilleur moyen de faire contribuer les personnes en fonction de leur capacité de payer, sans créer d'obstacles dans l'accès aux services par une barrière tarifaire qui peut avoir qui peut être un frein à l'accès aux services, même si on prévoit une certaine compensation pour les ménages les plus démunis, il y a toujours une catégorie importante de ménages à revenus moyens, mais pas assez élevés, qui vont écoper finalement de cette tarification-là des services. Donc voilà, ça conclut ma présentation. Je pense